Je vais te dire quelque chose que personne n'ose dire à voix haute. Il y a des femmes, en ce moment même, qui regardent leur téléphone en espérant un message qui ne viendra jamais. Des femmes qui se lèvent le matin avec ce poids étrange dans la poitrine, ce poids qu'elles ne savent pas encore nommer, mais qui est là, lourd, persistant, comme une vérité qu'elles refusent de voir en face. Et tu sais ce qui est le plus douloureux dans tout ça? Ce n'est pas l'infidélité elle-même, c'est le doute. C'est cette période terrible où tu sais au fond de toi que quelque chose ne va pas, mais où tu n'as pas encore les mots, ni les preuves, ni le courage de te regarder dans les yeux et de te dire la vérité. Je suis psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers de personnes à travers les moments les plus sombres de leur vie. Et je peux te dire, avec toute la certitude que me donnent ces décennies de pratique clinique, que l'infidélité masculine suit des schémas psychologiques très précis. Des schémas que la science a documentés, que j'ai observés dans mon cabinet et que trop peu de femmes connaissent. Aujourd'hui, je vais te les révéler tous les 5. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu te souviens d'un moment récent où ton partenaire t'a regardé différemment? Pas d'une mauvaise façon, nécessairement, juste différemment. Comme si quelque chose avait changé dans son regard. Comme si une partie de lui était ailleurs. Si cette question t'a fait tressaillir, si quelque chose en toi vient de se contracter, alors ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes est exactement ce dont tu as besoin. Imagine une scène très ordinaire. C'est un mardi soir, tu es dans la cuisine, tu prépares le dîner, ton partenaire est assis dans le salon, son téléphone à la main, il rit doucement, pas un grand rire, non, un petit rire discret, presque intime. Tu lui demandes de quoi il rit, il dit quelque chose comme « Oh, rien, c'est juste un collègue » et il retourne son téléphone face contre la table. Ce geste dure une fraction de seconde, mais toi, tu l'as vu. Et quelque chose en toi, quelque chose de très ancien, de très intelligent, de très féminin enregistrer ce moment parce que les femmes ont une capacité extraordinaire à percevoir les micro-signaux émotionnels. C'est scientifiquement prouvé. Votre cerveau est câblé pour lire les émotions avec une précision que la plupart des hommes n'auront jamais. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. C'est de la neurologie. Alors, si ton instinct te dit que quelque chose ne va pas, ne le balaie pas d'un revers de main. Ne te dis pas que tu es paranoïaque, que tu exagères, que tu es trop sensible. Non, ton instinct est un outil de précision. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à l'affiner encore davantage avec les outils de la psychologie clinique. Mais voilà ce que je dois te dire maintenant, et je te le dis avec toute la bienveillance et toute la franchise qui me caractérise. Si tu regardes ce contenu et que tu décides de ne rien faire avec ce que tu vas apprendre, si tu choisis de continuer à ignorer les signaux, à minimiser tes doutes, à te convaincre que tout va bien alors que quelque chose en toi sait que ce n'est pas le cas, alors tu prends un risque énorme, pas seulement le risque de perdre cet homme, non. Le risque de le regarder dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, construire une vie entière avec quelqu'un d'autre, une vie où il est heureux, où il est présent, tout ce que tu aurais voulu qu'il soit avec toi. Et toi, tu seras là à regarder de loin, à te demander ce que tu aurais pu faire différemment. Je ne te dis pas ça pour te faire peur, enfin si, un peu, parce que la peur utilisée intelligemment est une émotion qui pousse à l'action. Et l'action, c'est ce qui change les choses. La paralysie, elle, ne change rien du tout. Alors voici ce que nous allons faire ensemble. Je vais te donner les 5 signes psychologiques que les hommes infidèles présentent presque systématiquement. Ces signes sont basés sur des recherches en psychologie sociale, en neurosciences affectives et sur mes propres observations cliniques. Après ça, je vais te donner des outils concrets pour savoir comment réagir, comment te positionner et surtout comment reprendre le pouvoir dans ta relation ou dans ta vie selon ce que tu décides de faire.
Et avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose. Si ce que tu entends résonne avec toi, si tu sens que ces informations peuvent changer quelque chose dans ta vie, abonne-toi à cette chaîne. Parce que ce que je partage ici, ce n'est pas du contenu de divertissement, c'est de la psychologie appliquée, c'est de la science au service de ta vie et tu mérites d'avoir accès à ces outils régulièrement, pas seulement aujourd'hui. Alors clique sur ce bouton d'abonnement, active les notifications et rejoins cette communauté de femmes qui choisissent de comprendre plutôt que de subir. Maintenant, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos loups, parce que la psychologie masculine en matière d'infidélité, c'est un territoire complexe, fascinant et parfois très décevant. Je dis ça sans misandrie. J'ai beaucoup d'affection pour les hommes. J'en suis un, après tout, ce qui me donne une perspective assez utile sur le sujet. Et c'est précisément parce que je connais les mécanismes internes de la psychologie masculine que je peux te les expliquer avec une certaine précision. Commençons par quelque chose de fondamental. L'infidélité masculine n'est presque jamais ce que les femmes pensent qu'elle est. La plupart des femmes que j'ai accompagnées dans mon cabinet pensaient que leur partenaire les avait trompées parce qu'elles n'étaient pas assez belles, pas assez minces, pas assez jeunes, pas assez intéressantes, pas assez intéressantes. Et je vais te dire quelque chose d'important, quelque chose que je veux que tu entendes vraiment, que tu laisses descendre jusqu'au fond de toi. L'infidélité masculine n'est presque jamais une question de valeur féminine, c'est une question de psychologie masculine. Ce sont deux choses entièrement différentes, Les hommes qui trompent le font pour des raisons qui ont tout à voir avec eux-mêmes, avec leurs peurs, avec leurs insécurités, avec leur rapport à eux-mêmes, avec une incapacité souvent temporaire, parfois chronique, à gérer leur propre vie émotionnelle. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication, et comprendre la différence entre une excuse et une explication, c'est déjà un acte de puissance. Alors, premier signe psychologique, et je vais te demander de faire attention parce que ce premier signe est celui que les femmes ont le plus tendance à mal interpréter. Le premier signe, c'est le changement de présence émotionnelle, pas l'absence, attention, le changement, parce qu'un homme infidèle ne devient pas nécessairement froid ou distant au début, parfois il devient au contraire plus attentionné, plus gentil, presque trop gentil. Il y a un terme clinique pour ça, on appelle ça la culpabilité compensatoire. L'homme ressent une culpabilité inconsciente et il la compense par des comportements affectueux qui sont en réalité une forme de gestion de son propre inconfort émotionnel, pas de ta douleur à toi, du sien, et c'est là que c'est pervers. Parce que toi, tu vois cet homme qui soudainement t'apporte des fleurs, qui te demande comment s'est passée ta journée avec plus d'attention qu'à l'habitude, qui est plus doux, plus présent en apparence, et tu te dis « Oh, ça va mieux entre nous », alors que lui est en train de gérer sa culpabilité. Il n'est pas vraiment là avec toi. Il est là avec sa conscience. Comment distinguer une vraie présence émotionnelle d'une présence compensatoire ? C'est une excellente question. Et la réponse est dans la qualité de l'attention. Un homme vraiment présent te regarde dans les yeux quand tu parles. Il se souvient des détails de ce que tu lui as dit. Il est capable d'être dans l'inconfort avec toi, de parler de choses difficiles sans chercher à changer de sujet. Un homme en mode compensatoire, lui, est attentionné en surface, mais glisse dès que la conversation devient profonde. Il change de sujet. Il plaisante pour désamorcer. Il dit oui, oui, je t'écoute, mais son regard est légèrement ailleurs. Et si tu as l'habitude d'observer les gens avec attention, et toi tu as cette habitude, tu le sens. Maintenant, je veux te parler d'une femme que j'ai accompagnée, appelons-la Marie, parce que la confidentialité est sacrée dans mon métier. Marie avait 52 ans. Elle était brillante, cultivée, belle, avec une carrière solide et un sens de l'humour qui illuminait une pièce. Son mari, depuis quelques semaines, était devenu soudainement très attentionné. Il lui avait même offert un week-end en amoureux et Marie était heureuse. Elle se disait que leur relation
traversait une nouvelle phase, que peut-être la thérapie de couple qu'ils avaient faite quelques mois auparavant portait enfin ses fruits. Quand elle a découvert la vérité, ce week-end en amoureux a pris un tout autre sens. Ce n'était pas un cadeau, c'était une dette qu'il essayait de rembourser à sa propre conscience. Je te raconte cette histoire non pas pour te déprimer, mais pour te donner un outil. Cet outil s'appelle l'observation calibrée. C'est une technique que j'utilise en thérapie et que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne. L'observation calibrée consiste à établir une ligne de base comportementale, c'est-à-dire que tu observes le comportement habituel de ton partenaire sur une période donnée et tu notes les déviations significatives. Pas les variations normales parce que tout le monde a des hauts et des bas, mais les déviations qui sortent du pattern habituel de façon répétée et cohérente. Et voici quelque chose d'important que je veux que tu retiennes. Une déviation isolée ne signifie rien. 2 déviations commencent à être intéressantes. 3 déviations au plus dans la même direction constituent un pattern et les patterns en psychologie sont beaucoup plus révélateurs que les événements isolés. 2e signe psychologique, et celui-ci, je dois le dire, est probablement le plus douloureux à reconnaître. C'est le changement dans la communication intime. Pas la communication en général. La communication intime, la différence est cruciale. Un homme peut très bien continuer à te parler de logistique, des courses à faire, des enfants, des vacances, du travail. Mais si tu observes attentivement, tu remarqueras qu'il ne te parle plus de lui, de ses doutes, de ses peurs, de ses rêves, de ses petites joies quotidiennes. Il y a une intimité verbale qui caractérise les couples qui fonctionnent bien et cette intimité verbale est l'une des premières choses qui disparaît quand un homme a une relation parallèle. Pourquoi ? Parce que cette intimité verbale, il la déplace, il la transfère, il la donne à quelqu'un d'autre. En psychologie, des couples, on appelle ça le déplacement de l'investissement émotionnel. Et c'est exactement ce que ça dit. L'investissement émotionnel que ton partenaire te consacrait, il le consacre maintenant à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'il n'a plus rien à dire, c'est qu'il le dit ailleurs. Et je vais te poser une question maintenant. Quand est-ce que ton partenaire t'a parlé pour la dernière fois de quelque chose de vraiment personnel, pas de logistique, pas de problème pratique, mais de lui, de ce qu'il ressent, de ce qui le préoccupe, de ce qui l'enthousiasme? Si tu dois réfléchir longtemps pour trouver la réponse, c'est une information. Il y a quelques mois, j'ai donné une conférence sur les dynamiques de couple à Paris et une femme dans le public, une femme d'environ 55 ans, élégante, les yeux brillants d'une intelligence vive, m'a posé cette question. Elle m'a dit « Christophe, mon mari me parle tout le temps. Nous avons des conversations tous les soirs, mais j'ai l'impression que quelque chose manque. Comment savoir si c'est moi qui cherche des problèmes là où il n'y en a pas ou si mon instinct a raison ?» Et j'ai répondu ceci. Pose-lui une question vulnérable, une question à laquelle la réponse honnête nécessite qu'il s'expose un peu. Quelque chose comme « Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie en ce moment dont tu n'es pas fier ?» Ou est-ce qu'il y a des moments où tu te sens seul, même quand tu es entouré de gens? Et observe sa réaction, pas seulement ce qu'il dit, comment il réagit à la question elle-même. Est-ce qu'il s'ouvre? Est-ce qu'il se ferme? Est-ce qu'il change de sujet? Est-ce qu'il retourne la question vers toi? Les hommes qui ont quelque chose à cacher ont tendance à éviter les espaces de vulnérabilité parce que la vulnérabilité crée de la proximité et la proximité crée de la culpabilité. Cette femme m'a envoyé un message 2 semaines plus tard. Elle m'a dit que son mari avait répondu à la question avec une légèreté étrange, comme si la question ne méritait pas vraiment d'être prise au sérieux. Et qu'elle avait compris à ce moment-là qu'il y avait effectivement quelque chose qui ne tournait pas rond, non pas à cause de ce qu'il avait dit, mais à cause de la façon dont il avait esquivé. 3e signe psychologique, celui-ci est plus subtil et il demande une certaine finesse d'observation. C'est le changement dans la relation
autant. Pas nécessairement le fait qu'il rentre plus tard, parce que les hommes infidèles ne sont pas toujours aussi prévisibles, mais le changement dans la façon dont il gère son temps libre, il y a une qualité particulière dans la façon dont un homme passe son temps quand il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Il devient soudainement très occupé par des choses qui ne nécessitaient pas autant d'attention avant. Une passion sportive qui reprend de l'intensité, des sorties entre amis qui deviennent plus fréquentes, du travail supplémentaire qui arrive à des heures inhabituelles, mais ce n'est pas seulement la quantité de temps qui change. C'est la qualité de sa présence dans le temps qu'il te consacre. Les neurosciences nous ont appris quelque chose de fascinant sur l'attention humaine. Nous ne pouvons pas vraiment être pleinement présents à deux choses en même temps. Quand l'esprit d'un homme est partiellement occupé par une autre relation, cette occupation se manifeste par une forme de distraction chronique. Il est là, mais il n'est pas là. Son corps est dans la pièce. Son esprit est ailleurs. Et voici quelque chose d'intéressant que j'ai observé cliniquement. Les hommes infidèles développent souvent ce que j'appelle une hypervigilance aux interruptions. Ils sursautent légèrement quand leur téléphone sonne. Ils quittent la pièce pour répondre à des appels qui, auparavant, ne nécessitaient pas cette discrétion. Ils ont tendance à vérifier leur téléphone avec une régularité qui dépasse le cadre de l'habitude normale. Et quand tu te trouves à proximité de leur téléphone, il y a une légère tension dans leur corps. Ce n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais si tu es attentive à leur langage corporel, tu le sens. Je veux m'arrêter ici une seconde pour te dire quelque chose d'important. Je ne suis pas en train de te dire de devenir une détective privée. Je ne suis pas en train de te dire de fouiller son téléphone, de le suivre, de créer un système de surveillance. Non, parce que ces comportements, en plus d'être épuisants, te mettent dans une position de faiblesse psychologique. Ils te transforment en quelqu'un qui réagit plutôt qu'en quelqu'un qui agit. Et toi, tu es quelqu'un qui agit. Ce que je te donne, c'est de l'observation consciente. C'est la capacité de voir clairement ce qui est devant toi sans te laisser aveugler par la peur ou par l'espoir. Parce que la peur et l'espoir sont les deux grands ennemis de la clarté. La peur te fait voir des problèmes là où il n'y en a pas. L'espoir te fait ignorer des problèmes qui sont bien réels. Ce que tu cherches, c'est un troisième état, la clarté sereine, la capacité de regarder ta réalité en face sans être submergé par elle. Et pour atteindre cette clarté sereine, il y a une pratique très simple que je recommande. Chaque soir, avant de t'endormir, prends 5 minutes pour noter mentalement ou sur papier, si tu préfères, 3 observations neutres sur la journée. Pas des interprétations, pas des jugements, des observations. Il a vérifié son téléphone 6 fois pendant le dîner et il a ri quand je lui ai posé la question sur son travail, mais n'a pas répondu directement. Il est sorti promener le chien à 22h alors qu'il ne le fait jamais d'habitude. Ces observations neutres accumulées sur plusieurs jours te donnent une image beaucoup plus précise de la réalité que n'importe quelle confrontation émotionnelle. 4e signe psychologique, et celui-ci, je dois te prévenir, peut faire très mal à entendre. Mais tu mérites la vérité, et c'est précisément parce que tu mérites la vérité que je vais te la dire. Le 4e signe, c'est le changement dans la dynamique du désir, pas nécessairement une diminution du désir physique. Parfois, c'est une augmentation, et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un phénomène psychologique que les chercheurs ont documenté qui s'appelle le transfert d'excitation. Quand un homme vit une relation parallèle, son niveau général d'excitation émotionnelle et physique augmente. Et parfois, cela se traduit par une augmentation du désir envers sa partenaire principale. C'est contre-intuitif, je sais, mais c'est réel. Donc si ton partenaire est soudainement plus entreprenant physiquement qu'il ne l'était, et que ce changement s'accompagne d'autres signaux que nous avons mentionnés, c'est une information à prendre en compte. Mais il y a l'autre scénario qui est plus commun, le désir diminue,
Et là, la psychologie masculine est assez révélatrice. Quand un homme investit émotionnellement et physiquement dans une autre relation, il y a souvent une forme de compartimentation psychologique qui se met en place. Il sépare mentalement les deux relations. Et dans ce processus de compartimentation, la relation principale devient souvent associée à la culpabilité, à l'obligation, à la responsabilité, tandis que la relation parallèle est associée à la légèreté, à l'excitation, à l'absence de contrainte. Et cette association émotionnelle se traduit dans le désir. Ce que je veux que tu comprennes ici, et c'est crucial, c'est que ce changement dans le désir n'a rien à voir avec ta valeur en tant que femme. Rien du tout. C'est un mécanisme psychologique interne à lui. C'est sa façon de gérer la dissonance cognitive entre ce qu'il fait et ce qu'il pense être. Et comprendre ça, vraiment comprendre ça, dans tes tripes et pas seulement dans ta tête, c'est une forme de libération. Parce que trop de femmes que j'ai rencontrées dans mon cabinet ont passé des années à se demander ce qu'elles n'avaient pas fait assez bien, pas assez sexy, pas assez intéressante, pas assez disponible, pas assez indépendante, trop disponible, pas assez indépendante, trop disponible, trop dépendante. La liste est infinie et elle est épuisante. Et je vais te dire quelque chose que je dis à toutes ces femmes. Arrête de chercher l'erreur en toi. Parce que la question n'est pas qui tu es. La question est qui il est et ce qu'il choisit de faire. Les femmes de 45 à 60 ans que j'accompagne sont parmi les personnes les plus remarquables que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle. Elles ont traversé des choses, elles ont construit des choses, elles ont survécu des choses, elles ont survécu à des choses, elles portent en elles une richesse d'expérience, une profondeur émotionnelle, une intelligence de la vie qui est absolument extraordinaire. Et le fait qu'un homme n'ait pas su voir ça, ou qu'il l'ait vu mais n'ait pas su le chérir, c'est une information sur lui, pas sur toi. Maintenant, est-ce que tu penses que les choses s'arrêtent là ? Est-ce que tu penses que le pire, c'est de découvrir l'infidélité ? Non, le pire, et je dois te le dire parce que tu mérites de voir la réalité en face, le pire, c'est de ne rien faire. Parce que si tu ne fais rien, si tu continues à ignorer les signaux, à minimiser les doutes, à te convaincre que tout va s'arranger tout seul, alors tu laisses la situation évoluer dans une direction que tu ne contrôles plus. Et voici ce qui se passe quand la situation évolue sans intervention. La relation parallèle se consolide, elle prend de la profondeur, elle prend de l'histoire. Et à un moment donné, il y a un point de bascule où l'homme ne choisit plus entre toi et une aventure. Il choisit entre deux vies. Et à ce stade, les probabilités changent considérablement. Parce qu'une aventure, on peut en revenir. Mais une relation parallèle profonde qui a eu le temps de s'enraciner, c'est une autre histoire. Je ne te dis pas ça pour te faire paniquer, je te dis ça pour te donner de l'urgence constructive. L'urgence qui pousse à l'action réfléchie, pas l'urgence qui pousse aux confrontations explosives et aux ultimatums. Ces approches-là, je les ai vues des centaines de fois dans mon cabinet et elles produisent rarement les résultats espérés. Non. L'urgence constructive, c'est celle qui te pousse à agir avec intelligence, avec stratégie, avec une conscience claire de ce que tu veux et de ce que tu es prête à accepter. 5e signe psychologique. Et celui-ci est peut-être le plus révélateur de tous, parce qu'il touche à quelque chose de très profond dans la psychologie masculine. C'est le changement dans la façon dont tu te traites devant les autres. Pas comment il te parle en privé, comment il te présente, comment il te regarde, comment il parle de toi quand vous êtes en société. Il y a un concept en psychologie sociale qui s'appelle le signal de désengagement public. Quand un homme commence à se désengager émotionnellement d'une relation, ce désengagement se manifeste souvent d'abord dans les contextes sociaux avant de se manifester dans l'intimité. Pourquoi ? Parce que l'intimité est un espace où les habitudes sont plus fortes, où les routines protègent, mais en public, là où il n'y a pas de routine protectrice, le désengagement émotionnel se voit plus clairement. Concrètement, ça ressemble à quoi ? Il ne te prend plus la main en public. Ou il le fait de façon mécanique, sans chaleur. Il ne te regarde pas quand tu parles dans un groupe.
Il ne te défend pas ou ne te soutient pas quand quelqu'un dit quelque chose de légèrement déplacé à ton égard. Il ne te présente plus avec cette petite fierté subtile que tu pouvais sentir avant. Il y a une dépréciation subtile de ta présence dans les espaces partagés et parfois il y a quelque chose d'encore plus révélateur. Il commence à te critiquer légèrement devant les autres, des petites piques. Des corrections de ce que tu dis, de la façon dont tu le dis, des petits sourires condescendants quand tu racontes quelque chose. Ce comportement en psychologie s'appelle la dévaluation défensive. L'homme qui commence à se désengager d'une relation a besoin psychologiquement de justifier son désengagement. Pour justifier son désengagement, il commence à construire un narratif intérieur où tu as des défauts, où la relation n'est pas si bien, où il mérite mieux, et ce narratif intérieur commence à fuir vers l'extérieur sous forme de ces petites critiques, de ces petites piques, de ces petites piques, de ces petits regards. Si tu reconnais ce pattern, je veux que tu saches deux choses. Premièrement, ce n'est pas la réalité, c'est son mécanisme de défense psychologique. Deuxièmement, réagir à ce pattern avec de la colère ou de la tristesse ne fait que renforcer le narratif qu'il est en train de construire. Ce qui fonctionne, c'est quelque chose de complètement différent et j'y arrive. Mais d'abord, je veux que tu te poses une question. En ce moment, en écoutant tout ce que je viens de dire, est-ce que tu reconnais un, deux, trois de ces signes dans ta relation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne, quelque chose qui fait que tu es en train de te dire oui? C'est exactement ça, c'est exactement ce que j'ai observé, mais que je n'avais pas su nommer. Si oui, je veux que tu continues à écouter. Parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Parce que connaître les signes, c'est bien, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais avec cette connaissance, et c'est là que la plupart des femmes font une erreur fondamentale. Elles confrontent, elles accusent, elles exigent des explications, et l'homme, face à cette confrontation directe, se ferme, nie ou attaque en retour, et la situation empire. Alors, voici ce que je te propose. Voici les outils concrets que la psychologie nous donne pour naviguer cette situation avec intelligence et avec dignité. Premier outil, la reconquête de ton centre de gravité. Voici quelque chose que les hommes, même ceux qui ne le savent pas consciemment, perçoivent avec une acuité remarquable. Ils perçoivent quand une femme est centrée sur elle-même versus quand elle est centrée sur eux. Et il y a quelque chose d'irrésistible dans la psychologie masculine face à une femme qui est clairement centrée sur elle-même. Pas d'une façon égoïste ou indifférente, mais d'une façon qui dit « je suis une personne complète, j'ai une vie ». J'ai des intérêts, j'ai des désirs qui ne dépendent pas de toi, concrètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre ou intensifier des activités qui te passionnent, pas pour lui montrer que tu es occupé, pas pour le rendre jaloux, mais pour toi, parce que quand tu investis dans ta propre vie, quelque chose change en toi, ta posture change. Ton énergie change, la façon dont tu entres dans une pièce change, et ça, l'homme le perçoit, même s'il ne peut pas l'articuler. J'ai accompagné une femme, appelons-la Sophie, qui avait découvert que son mari avait une liaison. Sa première réaction avait été de tout faire pour le retenir. Plus d'attention, plus de disponibilité, plus d'efforts, et son mari s'éloignait de plus en plus. Alors je lui ai proposé quelque chose de contre-intuitif. Je lui ai dit arrête de courir après lui, recommence à courir après toi-même. Elle a repris la peinture, une passion qu'elle avait abandonnée 20 ans plus tôt. Elle a commencé à voir ses amis plus régulièrement. Elle a pris un cours de céramique et quelque chose de remarquable s'est produit. Son mari a commencé à s'intéresser à nouveau à elle, pas parce qu'elle avait joué un jeu, mais parce qu'elle était redevenue quelqu'un d'entier. Et les gens entiers sont magnétiques. Deuxième outil, la communication non défensive. La communication non défensive. Je vais te donner une phrase que tu peux utiliser quand tu sens que quelque chose ne va pas et que tu veux ouvrir une conversation sans créer de défense chez l'autre. La phrase est la suivante. Je remarque que quelque chose a changé entre nous ces dernières semaines et je voudrais comprendre ce que tu vis en ce moment. Cette phrase est construite de façon très précise.
Elle commence par « je remarque », pas « tu fais », ce qui évite l'accusation. Elle reconnaît un changement sans l'attribuer à une faute. Elle exprime un désir de comprendre, pas tout. Elle exprime un désir de comprendre, pas un désir de condamner. Et elle se termine par une invitation à parler de lui, pas de toi, pas de la relation, mais de lui. Et les hommes, même ceux qui ont du mal avec l'expression émotionnelle, répondent généralement mieux à une invitation à parler d'eux qu'à une accusation. Ce que tu fais avec cette phrase, c'est que tu crées un espace de conversation. Et dans cet espace, tu vas apprendre des choses. Peut-être qu'il va se confier, peut-être qu'il va se confier, peut-être qu'il va nier. Mais dans tous les cas, sa réponse te donnera des informations. Et les informations, c'est du pouvoir. Troisième outil, la clarté sur tes propres valeurs. Voici quelque chose que j'observe régulièrement dans mon cabinet. Les femmes qui traversent une période de doute dans leur relation ont souvent perdu de vue ce qui est fondamentalement important pour elles. Pas ce qu'elles veulent de l'autre, mais ce qui est non négociable pour elles en termes de valeur. La fidélité est-elle une valeur absolue pour toi? La confiance, le respect, la transparence. Prends le temps de t'asseoir avec ces questions. Pas pour décider ce que tu vas faire, mais pour savoir qui tu es et ce que tu représentes. Parce que quand tu sais clairement ce que tu représentes, les décisions deviennent beaucoup plus claires. Et voici quelque chose d'important. Connaître tes valeurs ne veut pas dire être rigide. Ça veut dire avoir un ancrage. Un point fixe à partir duquel tu navigues, et cet ancrage, personne ne peut te l'enlever, ni un mari infidèle, ni une relation difficile, ni une période de doute. Tes valeurs sont à toi. Quatrième outil, la gestion de la réponse émotionnelle. Je vais te dire quelque chose qui peut sembler dur à entendre, mais qui est cliniquement fondé. Les émotions intenses dans le contexte d'une relation en crise sont souvent contre-productives si elles sont exprimées sans structure. La colère, la tristesse, la peur, la jalousie, toutes ces émotions sont légitimes, elles sont réelles, elles méritent d'être reconnues et traitées. Mais les exprimer de façon brute, sans structure, dans une confrontation directe avec ton partenaire, produit rarement les résultats que tu espères. Ce que je te propose, c'est une approche en deux temps. Premièrement, traite tes émotions dans un espace sécurisé avec une amie de confiance, avec un thérapeute, dans un journal, dans une pratique physique, la course, la danse, le yoga. Donne à tes émotions un espace où elles peuvent s'exprimer pleinement sans conséquences relationnelles. Deuxièmement, quand tu communiques avec ton partenaire, communique depuis un état plus calme, plus centré, pas depuis l'œil du cyclone émotionnel, parce que depuis cet état calme, tu es beaucoup plus efficace, tu es plus clair, tu es plus puissante. Il y a une étude fascinante réalisée par le psychologue John Gottman qui a passé des décennies à étudier les couples et il a découvert quelque chose de remarquable. Les couples qui survivent aux crises ne sont pas ceux qui évitent les conflits, ce sont ceux qui sont capables de revenir à un état de calme physiologique pendant un conflit. Ce retour au calme, Gottman l'appelle le flooding recovery. Et c'est une compétence qui s'apprend, qui se pratique, qui se développe. Concrètement, comment tu fais ça? Quand tu sens que l'émotion monte, que ta voix commence à trembler, que ta pensée devient moins claire, tu fais une pause, pas une pause punitive, une pause physiologique, tu te lèves, tu bois un verre d'eau, tu fais quelques respirations profondes. Tu fais quelques respirations profondes, tu sors de la pièce si nécessaire et tu reviens dans la conversation quand ton système nerveux s'est régulé. Cette pause dure idéalement au moins 20 minutes parce que c'est le temps que prend le cortisol, l'hormone du stress pour redescendre à des niveaux qui permettent une pensée claire. Je sais que tu te dis peut-être mais Christophe, si je fais une pause, il va penser que je fuis. Non. Une pause bien communiquée est un signe de maturité émotionnelle, pas de faiblesse.
Tu peux dire « j'ai besoin de quelques minutes pour me calmer parce que cette conversation est importante pour moi et je veux la voir de façon claire ». Cette phrase dit deux choses. Elle dit que tu prends soin de la conversation et elle dit que tu prends soin de toi. Ces deux choses sont des signaux de force. Cinquième outil, la décision consciente. Et c'est peut-être l'outil le plus important de tous. Parce qu'au bout du compte, après avoir observé, après avoir communiqué, après avoir clarifié tes valeurs, après avoir géré tes émotions, il y a une question fondamentale. Que veux-tu faire ? Et je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Cette décision t'appartient entièrement, pas à lui, pas à tes enfants, pas à ta famille, pas à la société, à toi. Il y a deux options principales. La première, c'est de travailler à reconstruire la relation. Et si c'est ce que tu choisis, je veux que tu le choisis en connaissance de cause. Pas par peur d'être seul, pas par peur d'être seul, pas par habitude, pas parce que c'est plus facile, mais parce que tu crois sincèrement en la possibilité d'une relation meilleure et parce que l'autre est prêt à s'engager dans ce travail avec toi. La reconstruction après une infidélité possible, j'en ai été témoin. Mais elle nécessite un engagement total des deux parties, une transparence absolue et souvent un accompagnement thérapeutique. La deuxième option, c'est de choisir ta propre liberté et je veux que tu entendes ce mot, liberté. Pas échec, pas abandon, pas défaite. Liberté. Liberté. Choisir de partir d'une relation qui ne te respecte pas, c'est un acte de profond respect envers toi-même. Et les femmes qui font ce choix avec conscience, avec clarté, sans amertume, ces femmes construisent ensuite des vies extraordinaires. Je les ai vues, je les vois encore. Mais voici ce que je veux te dire maintenant. Et c'est peut-être la chose la plus importante de ce que nous avons abordé ensemble. Quelle que soit la décision que tu prends, ta valeur ne change pas. Elle ne dépend pas de lui, elle ne dépend pas de ce qu'il fait ou ne fait pas, elle ne dépend pas de si tu es en couple ou seul, elle ne dépend pas de ton âge, de ton corps, de ton passé. Ta valeur est intrinsèque. Elle est là, elle a toujours été là. Et le seul travail qui compte vraiment, c'est de te souvenir de ça. Je veux maintenant aller plus loin dans la psychologie de l'infidélité masculine parce que je pense que tu mérites une compréhension complète de ce qui se passe dans la tête d'un homme qui trompe, pas pour l'excuser. Mais pour te donner le pouvoir que donne la compréhension, il y a une théorie en psychologie évolutive qui essaye d'expliquer l'infidélité masculine par des facteurs biologiques. Et il y a une partie de vérité là-dedans. Les hommes ont effectivement en moyenne une tendance plus forte que les femmes vers ce que les biologistes appellent la stratégie reproductive à court terme. Mais voilà ce que les partisans de cette théorie omettent souvent. Les êtres humains ne sont pas des esclaves de leur biologie. Nous avons quelque chose que les autres animaux n'ont pas. Nous avons la conscience. Nous avons la capacité de choisir. Et l'infidélité est toujours, en fin de compte, un choix. Un homme peut ressentir une attirance pour quelqu'un d'autre et choisir de ne pas agir dessus. Des millions d'hommes le font chaque jour. Ce n'est pas une question de biologie, c'est une question de caractère. Et le caractère, c'est ce qu'on fait quand personne ne regarde. C'est ce qu'on fait quand la tentation est là et que la décision n'appartient qu'à soi. Alors quand un homme trompe, il ne trompe pas parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il trompe parce qu'il a fait un choix, et ce choix dit quelque chose de lui, pas de toi. Maintenant, parlons de quelque chose que j'aborde rarement en public, mais qui me semble essentiel dans ce contexte. La psychologie de la récupération après une infidélité, que tu choisisses de rester ou de partir, il y a un processus de récupération psychologique qui est nécessaire. Et ce processus des étapes bien définies que la recherche clinique a documenté. La première étape, c'est la reconnaissance. Reconnaître ce qui s'est passé. Pas minimiser, pas dramatiser, juste reconnaître la réalité dans toute sa complexité. Ceci a eu lieu, cela a fait mal, c'est réel. La deuxième étape, c'est le deuil. La deuxième étape, c'est le deuil. Oui, le deuil, parce qu'une infidélité, même quand on choisit de rester dans la relation, implique la perte de quelque chose. La perte d'une certaine innocence dans la relation, la perte d'une certaine image de l'autre, la perte d'une certaine sécurité.
Et ces pertes méritent d'être pleurées, pas indéfiniment, mais suffisamment pour être intégrées. La troisième étape, c'est la reconstruction de la confiance en soi. Et je mets intentionnellement la confiance en soi avant la confiance en l'autre, parce que la confiance en l'autre ne peut être vraiment solide que si elle repose sur une confiance en soi qui l'est aussi. La confiance en soi, après une infidélité, se reconstruit par des petites actions quotidiennes, des promesses que tu te fais à toi-même et que tu tiens, des limites que tu poses et que tu respectes, des choix que tu fais en accord avec tes valeurs. La quatrième étape, c'est la redéfinition de la relation. Si tu choisis de rester, cette étape est cruciale. La relation après une infidélité ne peut pas être la même qu'avant. Elle doit être redéfinie avec de nouvelles règles, de nouvelles limites, de nouveaux engagements. Et cette redéfinition doit être explicite, verbalisée, partagée, pas implicite. La cinquième étape, c'est l'intégration. C'est la phase où ce qui s'est passé devient une partie de ton histoire sans être toute ton histoire, où tu peux regarder en arrière sans être submergé, où tu peux parler de cette période sans que la douleur soit aussi vive. L'intégration ne veut pas dire l'oubli, ça veut dire que l'expérience a été digérée et qu'elle t'a changé, espérons-le, dans le bon sens. Je veux te parler maintenant d'un sujet que je trouve particulièrement important et qui est trop souvent négligé dans les discussions sur l'infidélité. C'est le rôle de l'estime de soi dans la dynamique de couple. Et je veux être très précis ici parce que c'est un sujet où beaucoup de confusion règne. L'estime de soi n'est pas la même chose que la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la croyance en ta capacité à faire des choses. L'estime de soi, c'est la croyance en ta valeur en tant que personne. Et ces deux choses peuvent être très dissociées. On peut avoir une grande confiance en soi professionnellement et une estime de soi très fragile dans le domaine affectif. Et c'est précisément dans le domaine affectif que l'estime de soi joue un rôle déterminant dans la façon dont on répond à l'infidélité. Les femmes avec une estime de soi solide ne se demandent pas si elles sont assez bien, elles savent qu'elles sont bien. Elles peuvent se demander si la relation est bien pour elles, ce qui est une question très différente. Et cette différence change tout parce que la première question te met en position d'infériorité, la deuxième te met en position de pouvoir. Comment on construit une estime de soi solide? C'est une question à laquelle j'ai consacré une partie significative de ma carrière et la réponse n'est pas dans les affirmations positives que tu te répètes le matin devant le miroir. Non. L'estime de soi se construit par l'action, par le fait de se connaître clairement avec ses forces et ses limites, sans se juger, par le fait d'agir en accord avec ses valeurs même quand c'est difficile, par le fait d'agir en accord avec ses valeurs même quand c'est difficile, par le fait de se traiter avec la même bienveillance qu'on traiterait une amie chère. Il y a un exercice que je donne souvent à mes patients et qui est d'une simplicité trompeuse. Je leur demande d'écrire une lettre à eux-mêmes comme s'ils écrivaient à un ami très cher qui traverse une période difficile. Avec toute la chaleur, la bienveillance, la compréhension qu'ils auraient pour cet ami et invariablement cet exercice révèle quelque chose. Les gens sont beaucoup plus sévères envers eux-mêmes qu'ils ne le seraient jamais envers quelqu'un qu'ils aiment et prendre conscience de cette sévérité, c'est la première étape pour la réduire. Essaie cet exercice maintenant, ce soir, cette semaine. Écris-toi une lettre, parle-toi comme tu parlerais à ta meilleure amie et vois ce qui se passe en toi quand tu lis cette lettre. Je veux maintenant aborder un autre aspect de la psychologie masculine que je trouve fascinant et qui est directement pertinent pour notre sujet. C'est la relation des hommes à la vulnérabilité. Les hommes, dans notre culture, sont conditionnés depuis l'enfance à ne pas montrer leur vulnérabilité, à être forts, ne pas pleurer, gérer, résoudre, avancer. Et ce conditionnement crée quelque chose d'intéressant dans les relations de couple. Les hommes qui n'ont pas appris à gérer leur vulnérabilité ont tendance à la fuir. Et parfois, une relation extra-conjugale est une façon de fuir la vulnérabilité que représente une relation profonde et engagée. Dans une relation principale, il y a des enjeux, il y a des attentes, il y a une histoire.
Il y a la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'intimité profonde. Et parfois, une relation parallèle représente un espace où ces peurs sont temporairement absentes. Parce que la relation est nouvelle, parce qu'il n'y a pas encore d'enjeu, parce que tout est encore léger et excitant. Mais voici ce que ces hommes ne comprennent pas, ou plutôt ce qu'ils comprennent trop tard. La légèreté d'une relation nouvelle ne dure pas. Elle se transforme inévitablement en profondeur, en enjeu, en attente, et alors ils se retrouvent avec les mêmes peurs, mais cette fois avec deux relations à gérer au lieu d'une. Ce n'est pas une solution, c'est une fuite. Et comme toutes les fuites, elle ne résout rien, elle déplace simplement le problème. Comprendre ça, ça ne t'oblige pas à avoir de la compassion pour lui. Tu n'es pas obligé d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui t'a blessé, mais comprendre les mécanismes psychologiques derrière son comportement te donne une perspective qui te libère de la tendance à tout prendre personnellement. Et ne pas tout prendre personnellement est une forme de liberté extraordinaire. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, la question du pardon. Pas du pardon pour lui, du pardon pour toi. Et je veux être très précis sur ce que je veux dire par là, parce que le pardon est un concept qui est souvent mal compris. Le pardon, dans le sens où je l'entends, n'est pas une absolution. Ce n'est pas dire que ce qu'il a fait était acceptable. Ce n'est pas effacer ce qui s'est passé. Le pardon, dans le sens clinique et psychologique du terme, c'est le fait de libérer en toi la charge émotionnelle associée à ce qui s'est passé. C'est te permettre de continuer à avancer sans porter le poids de la rancœur. Pourquoi est-ce que je parle de pardon pour toi et pas pour lui? Parce que la rancœur, cliniquement, est une émotion qui fait plus de mal à celui qui la porte qu'à celui vers qui elle est dirigée. Les études sur la psychologie du pardon montrent de façon très cohérente que les personnes qui arrivent à pardonner dans le sens que je viens de définir ont de meilleurs indicateurs de santé mentale et physique, moins de dépression, moins d'anxiété, moins de problèmes cardiovasculaires, plus de satisfaction dans la vie. Donc le pardon, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, pas à lui, et voici comment on y arrive. Et voici comment on y arrive. Pas en un jour, pas en décidant simplement de pardonner, mais par un processus graduel qui commence par la reconnaissance complète de la blessure. Tu ne peux pas pardonner ce que tu n'as pas pleinement reconnu. Donc la première étape, c'est de laisser la douleur être là, pleinement. Sans la minimiser, sans la dramatiser, juste la laisser être. La deuxième étape, c'est de comprendre les mécanismes humains derrière le comportement qui t'a blessé, pas pour l'excuser, mais pour le replacer dans un contexte humain. Les êtres humains font des choses blessantes. Pas parce qu'ils sont fondamentalement mauvais, même si certains le sont, mais souvent parce qu'ils sont blessés eux-mêmes, blessés et incapables de gérer leurs propres blessures de façon saine. La troisième étape, c'est de faire la distinction entre pardonner et faire confiance. Tu peux pardonner quelqu'un sans lui faire confiance. Ces deux choses sont indépendantes et comprendre cette distinction te libère de la pression de devoir faire confiance à quelqu'un qui ne l'a pas mérité pour pouvoir avancer. Je veux maintenant te parler d'un phénomène que j'observe régulièrement et qui est très pertinent pour les femmes dans la tranche d'âge de 45 à 60 ans. C'est ce que j'appelle la renaissance de la cinquantaine. Et je dis ça sans ironie et sans condescendance, parce que j'ai été témoin de quelque chose de remarquable dans mon cabinet et dans les conférences que je donne. Les femmes qui traversent une crise relationnelle profonde, une infidélité, une séparation, une remise en question de leur couple, entre 45 et 60 ans, ont souvent quelque chose que les femmes plus jeunes n'ont pas encore. Elles ont la maturité, elles ont la connaissance d'elles-mêmes. Elles ont traversé assez de choses pour savoir ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas. Et quand elles choisissent de reconstruire, que ce soit leur relation ou leur vie indépendante, elles le font avec une profondeur et une intention que peu de gens, hommes ou femmes, atteignent à un âge plus jeune.
J'ai une patiente, appelons-la Claire, qui a découvert l'infidélité de son mari à 53 ans. Ils étaient mariés depuis 25 ans. La trahison était profonde, la douleur était réelle. Et pourtant, 3 ans après, Claire m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Christophe, si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais pas ce qui s'est passé. Pas parce que ce n'était pas douloureux, mais parce que cette douleur m'a forcé à me regarder vraiment, et ce que j'ai vu quand je me suis vraiment regardé, ma surprise, je ne savais pas que j'étais aussi forte, cette phrase, je la porte avec moi. Parce qu'elle dit quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Les crises, quand elles sont traversées avec conscience et avec soutien, ont le pouvoir de révéler des ressources que nous ne savions pas avoir. Maintenant, je veux te parler de quelque chose de pratique, de quelque chose que tu peux faire dès aujourd'hui, parce que je crois que la psychologie doit toujours se traduire en actions concrètes. Sinon, c'est juste la théorie. Et la théorie, aussi belle soit-elle, ne change pas les vies. Ce sont les actions qui changent les vies. Voici un protocole en 5 étapes que j'appelle le protocole de la clarté. C'est un outil que j'ai développé au fil des années dans mon travail clinique et que je te donne aujourd'hui gratuitement parce que je crois que tu mérites d'avoir accès à ces ressources. Première étape du protocole, l'inventaire de présence pendant une semaine. Observe et note chaque soir le niveau de présence émotionnelle de ton partenaire sur une échelle de 1 à 10, pas sa gentillesse, pas ses actions, sa présence émotionnelle, est-ce qu'il était vraiment là avec toi aujourd'hui, pas physiquement, émotionnellement. Au bout d'une semaine, tu as une image beaucoup plus claire de la tendance. Deuxième étape du protocole, l'inventaire de toi-même. Parallèlement, et c'est tout aussi important, observe et note ton propre niveau de présence à toi-même. Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu fais des choses qui te nourrissent? Est-ce que tu passes du temps à être simplement toi, sans être défini par ta relation? Cet inventaire est souvent aussi révélateur que le premier. Troisième étape du protocole, la conversation de vérité. Après avoir fait ces 2 inventaires, choisis un moment calme, un moment où vous n'êtes ni fatigué ni stressé et initie une conversation avec ton partenaire en utilisant la formule que je t'ai donnée plus tôt. Je remarque que quelque chose a changé entre nous et je voudrais comprendre ce que tu vis. Et écoute vraiment, sans préparer ta réponse pendant qu'il parle, sans chercher des mensonges dans ce qu'il dit, juste écoute. Quatrième étape du protocole, la décision de valeur. Après cette conversation, prends le temps de te reconnecter à tes valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est non négociable pour toi dans une relation? Qu'est-ce que tu es prête à travailler? Qu'est-ce que tu n'es pas prête à accepter? Écris ces choses, pas pour lui, montrer pour toi. 5e étape du protocole, l'action alignée. Enfin, décide d'une action concrète qui est en accord avec tes valeurs. Pas une réaction à lui, une action qui vient de toi. Que ce soit reprendre une activité qui te passionne, prendre rendez-vous avec un thérapeute, avoir une conversation difficile mais nécessaire, ou commencer à explorer ce que ta vie pourrait ressembler dans différents scénarios. L'action alignée est celle qui te fait avancer, quelle que soit la direction que prend ta relation. Je veux maintenant aborder un sujet qui est souvent tabou, mais qui est extrêmement important. C'est la question de la sexualité après la cinquantaine dans le contexte d'une relation en crise. Parce que l'infidélité touche inévitablement à la sexualité et la sexualité pour les femmes dans cette tranche d'âge est un sujet complexe qui mérite d'être abordé avec honnêteté. Il y a une idée reçue persistante dans notre culture qui dit que la sexualité des femmes décline après la cinquantaine, que la ménopause marque une forme de fin du désir, de l'attractivité, de la vitalité sexuelle. Et je vais te dire quelque chose très clairement, c'est faux. Cliniquement, scientifiquement, empiriquement faux. Les recherches sur la sexualité féminine après la cinquantaine montrent quelque chose de fascinant. Les femmes qui ont fait un travail sur elles-mêmes, qui ont une bonne estime de soi, qui sont connectées à leurs propres désirs, rapportent souvent une vie sexuelle plus satisfaisante après la cinquantaine qu'avant. Pourquoi? Parce qu'elles se soucient moins du regard des autres, parce qu'elles connaissent mieux leur propre corps, parce qu'elles ont moins peur de demander ce qu'elles veulent, parce qu'elles ont moins de performance anxiety, comme disent les anglo-saxons. Ce qui change avec la ménopause, c'est la physiologie. Certaines choses changent.
Et ces changements peuvent être gérés médicalement et non médicalement de façon très efficace. Ce qui ne change pas et ne doit pas changer, c'est le désir, l'attractivité, la capacité à être une partenaire sexuelle épanouie et désirable. Et voici quelque chose que j'ai observé dans mon cabinet. Les femmes qui traversent une crise relationnelle et qui, dans ce contexte, commencent à se reconnecter à leur propre sexualité, à leur propre désir, à leur propre corps, deviennent quelque chose de remarquable. Elles deviennent magnétiques. Pas parce qu'elles ont changé physiquement, mais parce qu'il y a quelque chose dans leur façon d'être dans leur corps, dans leur façon de se mouvoir, dans leur façon de regarder les gens qui changent, et ça, les hommes le perçoivent. Même ceux qui sont en train de s'éloigner, je veux te parler maintenant d'un concept que j'utilise beaucoup dans mon travail et qui s'appelle la présence incarnée. C'est l'idée que nous existons non seulement dans notre tête, mais dans notre corps, et que le corps est un vecteur d'attractivité et de présence au moins aussi important que l'intellect ou la personnalité. Beaucoup de femmes, surtout après des années de vie conjugale, de maternité, de carrière, ont perdu le contact avec leur propre corps. Elles vivent dans leur tête, elles gèrent, elles organisent, elles pensent, et leur corps est devenu un outil fonctionnel plutôt qu'un espace d'habitation. La présence incarnée, c'est l'art de revenir habiter son corps, de sentir ses pieds sur le sol, de sentir sa respiration, de sentir le plaisir physique dans les petites choses, le soleil sur la peau, l'eau chaude sous la douche, le goût d'un bon repas, le plaisir d'une belle musique. Ces expériences sensorielles, quand on les vit pleinement et consciemment, nourrissent quelque chose en nous qui se traduit ensuite dans notre présence au monde, et voici quelque chose d'intéressant. La présence incarnée est une des choses les plus attractives qui soit, pas au sens superficiel du terme, mais au sens profond. Une femme qui est vraiment dans son corps, qui est vraiment présente à ses sensations, à ses émotions, à son expérience, dégage quelque chose que les gens perçoivent sans pouvoir toujours le nommer. On dit qu'elle a quelque chose. Ce quelque chose, c'est la présence incarnée. Comment on développe la présence incarnée? Par des pratiques qui ramènent l'attention dans le corps, la danse, le yoga, la natation, la marche consciente, le massage, la méditation corporelle. Ces pratiques ne sont pas des luxes, ce sont des outils de reconnexion à soi-même. Et dans le contexte d'une relation en crise, se reconnecter à soi-même est peut-être la chose la plus importante que tu puisses faire. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui me tient à cœur et que je n'aborde pas souvent en public. C'est la question de la solitude. Pas la solitude comme état négatif, mais la solitude comme espace de ressourcement. Il y a une différence fondamentale entre la solitude choisie et la solitude subie. La solitude choisie est un espace où tu es avec toi-même de façon intentionnelle, où tu te retrouves, où tu entends ta propre voix sans le bruit de fond des attentes et des demandes des autres. La solitude subie est l'isolement, la déconnexion non voulue, la douleur de ne pas avoir les connexions dont on a besoin. Dans le contexte d'une crise relationnelle, les deux formes de solitude peuvent être présentes et apprendre à naviguer entre les deux est une compétence cruciale. Apprendre à créer des espaces de solitude choisis, même dans une relation, est quelque chose que je recommande à toutes les femmes que j'accompagne. Pas pour s'isoler, mais pour se retrouver régulièrement, pour vérifier comment on va vraiment, pour entendre ses propres besoins sans le filtre de la relation. Et voici quelque chose de paradoxal que j'ai observé. Les femmes qui ont une vie intérieure riche, qui passent du temps de qualité avec elles-mêmes, qui cultivent leur propre monde intérieur, sont souvent les partenaires les plus intéressantes parce qu'elles ont quelque chose à apporter. Elles ont des pensées qui leur appartiennent, des perspectives qui viennent de leur propre expérience, des rêves qui ne dépendent pas de la relation pour exister. Je veux maintenant te parler de quelque chose que j'appelle l'intelligence émotionnelle relationnelle. C'est la capacité à naviguer les dynamiques émotionnelles d'une relation avec finesse et avec conscience. Et c'est une compétence qui peut s'apprendre, qui peut se développer et qui est absolument déterminante dans la qualité de nos relations. L'intelligence émotionnelle relationnelle, c'est savoir lire les émotions de l'autre avec précision, c'est savoir
gérer ses propres émotions sans les supprimer ni les laisser déborder de. C'est savoir communiquer ses besoins de façon claire et non défensive, c'est savoir créer des espaces de sécurité émotionnelle dans la relation et c'est savoir quand une relation peut être réparée et quand elle ne peut pas l'être. Les femmes ont naturellement en moyenne une intelligence émotionnelle plus développée que les hommes. Ce n'est pas un stéréotype, c'est une réalité documentée par des décennies de recherche en psychologie sociale et en neurosciences. Et cette intelligence émotionnelle est un atout extraordinaire. Mais comme tous les atouts, elle peut aussi être mal utilisée. Elle est mal utilisée quand elle sert à anticiper les besoins des autres au détriment des siens propres. Quand elle sert à gérer les émotions de l'autre plutôt qu'à exprimer les siennes. Quand elle sert à maintenir la paix au prix de sa propre vérité, ces usages de l'intelligence émotionnelle, aussi bien intentionnés soient-ils, créent à long terme un déséquilibre qui finit par nuire à la relation. L'intelligence émotionnelle relationnelle bien utilisée, c'est celle qui sert à créer une connexion authentique, qui sert à naviguer les conflits de façon constructive, qui sert à maintenir l'intimité même dans les moments difficiles et qui sert à savoir quand lâcher prise. Je veux maintenant aborder quelque chose de très concret, comment parler à un homme qui s'éloigne. Parce que la communication dans les moments de crise est un art qui a ses règles et ses techniques. Et les connaître peut faire une différence énorme. La première règle de la communication en crise, c'est de choisir le bon moment, jamais quand l'un ou l'autre est fatigué, stressé sous l'influence de l'alcool ou dans un contexte où il y a des interruptions possibles. Le bon moment, c'est un moment de calme relatif, où vous avez tous les deux l'espace mental et émotionnel pour une vraie conversation. La deuxième règle, c'est de commencer par une observation, pas une accusation. J'ai observé que tu sembles moins disponible ces dernières semaines et très différent de « tu te fous de moi depuis des semaines ». Le contenu peut être similaire. L'effet sur la dynamique de la conversation est radicalement différent. La troisième règle, c'est d'exprimer un besoin plutôt qu'une demande. Le tout qu'une demande, j'ai besoin de me sentir connecté à toi, est très différent de tu dois me parler plus. Le besoin invite, la demande contrainte. Et les hommes, face à une contrainte, ont tendance à se fermer ou à se rebeller. La quatrième règle, c'est d'écouter vraiment la réponse, même si elle est décevante, même si elle n'est pas ce que tu espérais, parce que la réponse, quelle qu'elle soit, te donne des informations et les informations te permettent de prendre des décisions éclairées. La cinquième règle, c'est de terminer la conversation avec une intention claire, pas nécessairement une résolution, mais une intention. Voici ce que je voudrais qu'on fasse ensemble pour améliorer les choses. Où j'ai besoin de prendre le temps de réfléchir à ce que tu m'as dit. Ces conclusions intentionnelles donnent à la conversation une direction, même si le chemin n'est pas encore clair. Je veux maintenant parler de quelque chose qui est peut-être la partie la plus difficile de tout ce que nous avons abordé ensemble, la question de ce que tu fais si tu découvres que tes doutes étaient fondés. Si tu découvres la preuve concrète de l'infidélité, comment tu réagis ? Comment tu te protèges ? Comment tu avances ? La première chose que je te dis, et c'est crucial, c'est de ne pas prendre de décision majeure dans les premières 48 heures après une découverte. Pas parce que tu n'as pas le droit d'être en colère, pas parce que tes émotions ne sont pas valides, mais parce que les décisions prises dans l'état de choc émotionnel qui suit une telle découverte sont rarement les meilleures décisions. Donne-toi le temps de traverser le choc initial avant de décider de quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est de chercher du soutien. Pas n'importe quel soutien. Un soutien qui te respecte, qui ne te juge pas, qui ne prend pas les décisions à ta place, que ce soit une amie de confiance, un membre de la famille ou un professionnel. Tu n'as pas à traverser ça seul, et demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence. La troisième chose, c'est prendre soin de toi physiquement, manger, dormir.
bouger. Je sais que dans les moments de crise, ces choses semblent secondaires, mais elles ne le sont pas. Ton corps est le véhicule de tout le reste. Prends soin de lui. La quatrième chose, c'est de résister à l'impulsion de te venger ou de rendre l'autre jaloux. Sur les réseaux sociaux ou dans tes cercles sociaux, ces comportements, je les comprends. Ils sont humains, mais ils te coûtent plus qu'ils ne te rapportent. Ils te mettent dans une position réactive et toi, tu es quelqu'un qui agit. La cinquième chose, c'est de te rappeler que tu es entière, que cette trahison, aussi douloureuse soit-elle, n'a pas le pouvoir de te définir. Elle est une chose qui t'est arrivée, elle n'est pas ce que tu es. Je veux te parler maintenant d'un aspect de la psychologie que je trouve profondément inspirant et qui est directement pertinent pour les femmes qui traversent ce que nous venons de décrire. C'est la résilience. Pas la résilience au sens vague et inspirationnel du terme, mais la résilience au sens clinique et précis. La résilience, c'est la capacité à traverser une adversité significative et à en sortir non seulement intact, mais souvent renforcée. Et ce qui est fascinant, c'est que la résilience n'est pas un trait de caractère inné que certains ont et d'autres n'ont pas. C'est une capacité qui se développe, qui se cultive, qui s'apprend. Les recherches sur la résilience identifient plusieurs facteurs qui la favorisent. Le premier, c'est le sens. Les personnes résilientes trouvent un sens et leur expérience difficile. Pas nécessairement un sens positif au sens où l'adversité était une bonne chose, mais un sens au sens où cette expérience a quelque chose à leur apprendre, quelque chose à leur donner. Le deuxième facteur, c'est le lien social. Les personnes qui ont des connexions sociales solides traversent les crises mieux que celles qui sont isolées. Ce n'est pas une surprise, nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin des autres pour nous réguler émotionnellement, pour nous sentir en sécurité, pour avoir une perspective sur notre propre expérience. Le troisième facteur, c'est la flexibilité cognitive. C'est la capacité à voir une situation difficile sous plusieurs angles, à ne pas s'enfermer dans une seule interprétation. À pouvoir se demander si cette situation, si douloureuse soit-elle, était aussi une opportunité. Le quatrième facteur, c'est l'agentivité, c'est le sentiment d'avoir du pouvoir sur sa propre vie, de ne pas être simplement une victime des circonstances, de pouvoir agir, et c'est précisément ce que je te donne aujourd'hui, des outils pour agir. Pour reprendre le pouvoir sur ta propre vie, je veux maintenant te parler de quelque chose qui me semble fondamental et que je veux que tu emportes avec toi après cette conversation. C'est l'idée que ta vie ne commence pas et ne se termine pas avec une relation, que tu es une personne complète, entière, précieuse, indépendamment de ton statut relationnel. Je sais que dans notre culture, et particulièrement pour les femmes de ta génération, le statut relationnel a souvent été présenté comme la mesure principale de la réussite d'une vie féminine. Être en couple, être marié, avoir une famille. Et je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes, elles peuvent être merveilleuses, mais elles ne sont pas la totalité de qui tu es, et elles ne sont pas à la condition de ta valeur. Tu as une valeur intrinsèque, une valeur qui ne dépend pas d'un homme, ni de son regard, ni de son désir, ni de sa fidélité. Ta valeur, elle a toujours été là. Et le travail de toute une vie, c'est de te souvenir de ça, surtout dans les moments où quelqu'un, par ses actions, essaye de te faire croire le contraire. Je veux te parler maintenant d'une chose que j'ai observée dans ma pratique clinique et qui est à la fois triste et inspirante. Les femmes qui ont vécu une infidélité et qui ont traversé la crise avec conscience, qui ont fait le travail sur elles-mêmes, qui ont pris les décisions alignées avec leurs valeurs. Ces femmes, quelques années plus tard, ont souvent quelque chose dans les yeux que les autres n'ont pas, une profondeur, une sérénité, une façon d'être dans le monde qui dit « j'ai traversé ça ».
et je suis encore là et je suis plus moi-même que jamais. Ce n'est pas une promesse que ça sera facile, ce n'est pas une promesse que ça sera rapide, ce n'est pas une promesse que ça sera rapide, mais c'est une observation fondée sur des années de travail clinique. Les crises traversées avec conscience ont le pouvoir de te révéler à toi-même. Et maintenant, je veux conclure cette conversation avec quelque chose que je dis rarement en public, mais que je pense profondément. Je crois que les femmes, et particulièrement les femmes dans la deuxième partie de leur vie, sont parmi les personnes les plus courageuses que je connaisse. Pas parce qu'elles ne ressentent pas la peur, mais parce qu'elles avancent malgré elles, parce qu'elles continuent à aimer malgré les blessures, parce qu'elles continuent à construire malgré les destructions, parce qu'elles continuent à croire en la possibilité d'une belle vie, même quand la vie leur a montré sa face la plus difficile. Ce courage-là, il mérite d'être reconnu, il mérite d'être honoré et il mérite d'être nourri. Alors voici ce que je te propose. Continue à t'informer, continue à te former, continue à chercher les outils qui te permettent de naviguer ta vie avec plus de conscience et de puissance. Parce que la connaissance est une forme de pouvoir et tu mérites d'avoir ce pouvoir. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ce que je partage ici, c'est le fruit de 30 ans de pratique clinique, de recherche et d'une passion sincère pour la psychologie humaine. Et je le partage parce que je crois que ces outils peuvent changer des vies, pas en théorie, concrètement. Maintenant, laisse un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus touché dans ce que nous avons partagé aujourd'hui. Parce que ta réaction m'aide à comprendre ce qui vous est le plus utile et à créer une conversation. Et les conversations, c'est là que les choses changent vraiment. Partage ce contenu avec une femme dans ta vie qui pourrait en avoir besoin, pas parce que tu penses qu'elle a un problème, mais parce que ces informations sont utiles à toutes les femmes, parce que la psychologie de l'infidélité, les outils de communication, la résilience, l'estime de soi, ce sont des sujets qui nous concernent toutes à un moment ou à un autre de nos vies, et surtout, prends soin de toi, pas comme une obligation, pas comme une performance, mais comme un acte d'amour envers toi-même, parce que tu le mérites. Parce que tu as toujours mérité ça, et parce que la femme que tu es avec toute ta complexité, toute ta profondeur, toute ta richesse d'expérience, cette femme-là mérite une vie qui lui ressemble. Je suis Christophe André, et je suis heureux que tu sois là. À la prochaine.